Alexandre, merci Stéphane. On va en effet parler d'un projet qui met en œuvre un peu tous ces différents éléments qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Je vous propose d'abord de vous présenter, de présenter vos interlocuteurs. Vas-y Laurent. Bonjour à tous, Laurent Frappard, je travaille pour Leroy Merlin et je suis géographe. Chargé d'études chez Leroy Merlin. Sébastien Hamès, je suis responsable de la recherche et développement au sein de l'entité NTICO Logistics. Avec mon équipe, nous avons créé le logiciel Pixtra, qui est le logiciel d'optimisation du picking dans les entrepôts. Et comme nous avons des connaissances en fait en intelligence artificielle, recherche opérationnelle, c'est tout naturellement qu'on a intégré ce projet afin d'analyser un certain nombre de données open, afin de fournir des modèles enrichis servant à l'étude de l'habitat dans le cadre de ce projet. Voilà. En effet, ce projet a été fait en partenariat avec Leroy Merlin et ça a mis en œuvre finalement tous les types d'expertise que l'on a dans la Smart Data by NTICO, en particulier la Smart Innovation pour l'algorithmie IA, tel que tu as pu le digérer Sébastien. On a fait aussi de la Smart Engineering parce qu'on va voir qu'on a toute une phase de calcul, de traitement de données qui sont assez massifs parce qu'on va parler d'images satellites. Et également de la Smart Analysis parce que une fois qu'on a capté toute cette information, il faut l'analyser pour la restituer et la partager avec Leroy Merlin. Donc le sujet, c'est mieux connaître l'habitat au travers de l'analyse intelligence artificielle d'images satellites. C'était comment finalement, à partir d'une source de données d'images satellites, comment sortir une information qui permettrait d'enrichir l'habitat et donner de l'information supplémentaire à Leroy Merlin. Donc pour ça, on va d'abord reprendre, et Laurent va nous expliquer la genèse du projet chez Leroy Merlin, pour ensuite en exprimer les attentes, ce qu'on appelle plus communément les use cases. Ensuite, on va rentrer dans la démarche du projet, c'est-à-dire que l'on va venir présenter un petit peu comment on a abordé ce sujet pour arriver finalement à fournir cette information pour Leroy Merlin. On en retirera bien évidemment des résultats et des enseignements pour une conclusion faite ensuite de la part de Laurent. Alors voilà, donc moi je suis rattaché à une entité chez Leroy Merlin qui s'appelle le Centre de connaissances habitants. Notre métier, c'est de connaître parfaitement les habitants pour accompagner l'entreprise dans son développement et dans ses choix stratégiques. Alors on est organisé autour de différents pôles. On a un gros pôle où on anime à travers Leroy Merlin Source une centaine de chercheurs universitaires pour nous apprendre et nous présenter le monde de demain, comment il évolue. On a aussi un gros pôle lié autour du suivi de la satisfaction de nos clients pour faire le pendant entre les habitants et la capacité des clients à nous percevoir. On a aussi un pôle dont je m'occupe qui est le pôle géomarketing qui a vocation à transformer toutes les données de l'entreprise sous forme de cartes pour pouvoir les utiliser et visualiser la data. Et puis on a un pôle aussi très data, et donc on est un peu dans le domaine dont on parle aujourd'hui, qui est d'arriver à enrichir nos bases de données pour toujours mieux connaître les habitants, l'habitat et les façons d'habiter. Et donc on anime tout ça au quotidien autour des équipes de Leroy Merlin ou des directions générales pour les aider à poser leur stratégie. Donc voilà, donc dans les attentes, il y a bien sûr l'augmentation du nombre de jeux de données, chercher des nouvelles sources de données, donc c'est vraiment le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr, les checker et jauger, est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles sont pertinentes, qu'est-ce qu'elles vont nous apporter, et puis ensuite être accompagné pour construire les meilleurs modèles de données, et puis forcément les restituer à l'intérieur, donc c'était les deux premiers sujets d'avant, les structurer, les intégrer dans nos bases de données, pouvoir les utiliser de façon simple et efficace. Alors, comment on procède habituellement? Donc, nous, on a le centre de connaissances habitants, il travaille énormément avec les magasins, avec ce qu'on appelle chez nous le local. Donc, tous ceux qui travaillent au quotidien dans les magasins physiques et qui ont vocation à développer l'activité physique. Et donc, on a fait un recensement des besoins, magasins, direction régionale et direction du développement, tout ce qui permet d'organiser le maillage du territoire. Et on a identifié plusieurs aspects, dont un qui était de mieux connaître les espaces et les propriétés de nos habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît bien leur profil, on sait leur âge, le nombre d'enfants, où ils habitent, etc. Mais la description de leur habitat, donc la description de là où ils vivent, de leur logement, était quelque chose sur lequel on a peu d'informations. L'INSEE documente assez peu. On a beaucoup d'informations sur le nombre de pièces, la taille des pièces, etc. à l'intérieur. Mais tout ce qui était la notion de propriété était assez mal connu. Et donc c'est de cette expertise qu'on a essayé de créer ce nouveau jeu de données. Et avec une petite
pointe intéressante, puisque 10% du chiffre d'affaires de la boîte est quand même fait sur les extérieurs. Donc c'était intéressant de connaître tous les alentours autour des bâtiments qui étaient construits dans une propriété. Alors, pour la démarche projet, on va parcourir du coup assez rapidement les différentes étapes de ce projet qui part au départ de la recherche des sources et la pertinence, l'exhaustivité des données. Une recherche aussi, donc toute une phase de recherche sur l'algorithmie. Ensuite, on rentre dans un process itératif. Un process itératif qui va aller vers prendre un échantillon, le tester, l'entraîner. C'est-à-dire, comme tu parlais, c'est de l'intelligence artificielle, on va y revenir. Ça veut dire que ce sont des modèles qu'il faut entraîner, de valider, et ainsi de suite, pendant plusieurs itérations, avec des différents types de données, de l'hétérogénéité des données, et afin de pouvoir les valider et se dire, ça y est, on a enfin trouvé le bon algorithme. Et ensuite, étape importante, parce que c'est quand même à destination d'être opérationnel, c'est toute la partie industrialisation, et on parlera un petit peu de Kestra. Alors tout d'abord, la recherche des sources, la pertinence et l'exhaustivité. Alors, premier point, c'est repartir finalement sur ce qu'attend Leroy Merlin. La répartition des espaces composant une propriété, donc bâti, jardin, minéral, dans l'objectif d'aider les magasins dans la connaissance de leurs habitants. Alors j'ai mis en gras les mots importants parce que finalement, à partir de là, il fallait chercher les sources. Si on part par exemple de la propriété, finalement, qu'est-ce qui existe sur le marché open comme données autour de la propriété? La première qui semble évidente, et finalement c'est bien évidemment celle qu'on a conservée, ce sont les données cadastrales qui sont open maintenant depuis quelques années, qui nous permettent d'avoir les parcelles, le bâti, le regroupement fiscal de toute la France. On passe à une étape déjà un petit peu plus compliquée. Comme tu disais, l'INSEE ne donne pas forcément accès facilement à cette information, mais le bâti, le jardin, le minéral, quels sont finalement les éléments extérieurs autour de cette parcelle? Et là, on s'est basé sur les images satellites, avec une résolution disponible aujourd'hui qui est la plus communément admise, qui est de 30 cm. Suite à cela, les magasins, en fait, on va se connecter, Leroy Merlin plus précisément va nous fournir une information complémentaire qui permet de faire le lien avec son système d'information comme les zones de chalandise, la base magasin, voire certaines informations géomarketing. Et en dernier lieu, l'habitant en tant que tel, on va aller chercher les adresses postales parce que c'est toujours intéressant de se dire, voilà, à cette adresse-là, quel est l'extérieur de telle ou telle propriété. Et ça, ce sont principalement des données INSEE. Une fois que ces sources ont été identifiées, vérifiées de leur pertinence, c'est le point le plus important qui a été aussi un des points consommateurs du projet, indépendamment de l'aspect algorithmie, c'est la synchronisation de toutes ces données. Il faut être capable, comme ce sont des sources qui proviennent de lieux complètement différents, de contributeurs différents, il est nécessaire de resynchroniser l'ensemble de ces données et de retrouver les points d'accroche. Donc on a évalué 3 sources de données différentes pour les images satellites, 2 open et une commerciale. Chaque source de données a une résolution, comme l'a dit Emmanuel, de 1 pixel égale 30 cm, sachant qu'il ne faut pas confondre résolution et précision, car même si la résolution est identique sur les 3 sources de données, on peut voir que sur les données Google, on a des images qui sont beaucoup plus nettes. Pour la même résolution. C'était donc un facteur assez déterminant pour les algorithmes ensuite d'analyse et de reconnaissance de forme. Un autre aspect important au niveau des sources de données est relatif à la colorimétrie. Car comme nous allons le voir, il y a différentes façons en fait, de faire de la reconnaissance de forme sur des images, soit par donc reconnaissance de forme à base de réseaux de neurones, ou alors plutôt sur des transformations colorimétriques et de la segmentation. C'est l'approche que nous avons plutôt choisie pour cette version du moteur. Donc voilà, une fois que nous avons choisi comme source de données Google, donc nous sommes passés par leur API pour en fait télécharger des tuiles de 15 hectares. Donc c'est la forme que vous pouvez voir à gauche. Ces tuiles étant déterminées de façon à pouvoir regrouper le plus de parcelles possibles au sein de chaque département. Donc nous avons des algorithmes d'agrégation de données géographiques qui puissent tenir dans ces pavés. C'est ce qui va constituer notre repository, ce qu'on appelle aussi la Vault, qui est donc le repository d'images satellites que nous stockons maintenant dans le cloud. Une fois cette tâche de récupération de données de tuiles de 15 hectares effectuée,
nous allons extraire les images qui entourent enfin, comment dirais-je, nous allons plutôt agréger les parcelles sous une adresse commune, une adresse postale commune. Nous allons extraire cette image et la découper. Nous allons masquer le bâti pour conserver en fait la partie du terrain hors bâti. Et c'est cette image-là que nous allons ensuite injecter dans notre moteur d'analyse pour détecter différents éléments qui vont enrichir l'information sur l'habitat local. Dans les fichiers open, on a aussi la destination des constructions. Nous avons la possibilité de savoir si un bâtiment est à destination d'une habitation, dépendance, un équipement, industrie ou autre. Donc pour vous donner une idée quand même de la volumétrie, sur un des départements les plus importants dans notre étude, donc le 67, nous avons quand même 117 gigaoctets d'images satellitaires qui sont récupérées depuis les données Google. Et une fois masquées et redécoupées, nous avons 32,4 gigaoctets d'images exploitables à injecter dans nos moteurs d'IA. Donc, pour faire de l'apprentissage automatique aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de deep learning et d'IA depuis les années 2000 ? C'est grâce à l'avènement du big data. Et ce big data nous permet en fait d'avoir des données étiquetées, labellisées, qui permettent d'entraîner des modèles. Il se trouve que si les images satellitaires étaient déjà étiquetées avec de la piscine et de la végétation, on n'aurait pas beaucoup de travail à faire en fait. Donc nous avons développé en interne un outil qui permet sur un échantillon d'images satellites de manuellement, humainement, déterminer la présence de végétation, la présence de piscine, ainsi que les géolocaliser sur l'image. Et ce dataset, cet ensemble d'images va servir à l'entraînement de notre modèle de reconnaissance pour ensuite être extrapolé sur les autres départements français. Donc, sans trop rentrer dans les détails, la démarche que nous avons empruntée pour la reconnaissance des différents éléments d'image, donc minéral, végétation, piscine, c'est tout d'abord une transformation colorimétrique. Donc on est passé d'un système RGB à un système en niveau de gris, mettant en exergue certaines teintes, donc bleu pour les piscines, vert pour la végétation, sachant que cette transformation colorimétrique est paramétrée, et donc c'est justement ces paramètres de transformation qu'on détermine grâce à des techniques d'optimisation de recherche opérationnelle. Une fois que cette transformation colorimétrique a été faite, nous effectuons un simple seuillage en analysant la distribution des différents niveaux de gris. Et ensuite, une détection de contours sur les formes, les ensembles de pixels sombres qui ont été retenus. Et nous filtrons ensuite ces éléments afin d'évacuer tout bruit qui nuirait à la reconnaissance de piscines et de végétation. Donc voici un exemple d'extraction. Donc une fois que sur la fameuse Volt, nous avons extrait une piscine et masqué le bâti, on se retrouve avec, comme vous pouvez le voir, des segments verts qui entourent la végétation, des segments rouges qui entourent une piscine. Donc le but pour chaque adresse est de construire un fichier plat avec les coordonnées en WGS84 donc des différentes piscines qui ont été détectées, leur surface, pareil pour la végétation, on est capable de détecter leur présence ainsi que leur surface. Donc pour chaque adresse postale, nous avons les différentes coordonnées et les différentes surfaces qui sont écrites dans un fichier et stockées dans le cloud. Alors, une fois en effet ces données numériques récupérées, il est important, tout à l'heure je parlais de synchronisation des différentes sources, de revalider finalement cette qualité, de faire une analyse croisée entre toute l'information qui est sortie des différents algorithmes IA et de vérifier finalement si la qualité est correcte et si on peut considérer que les modèles qui ont été définis permettent justement de généraliser et de considérer ça comme étant une donnée exploitable par Leroy Merlin. Alors ici, on a pris un exemple sur une commune qui est la ville de Lambersart.
Et vous pouvez voir les différents éléments qu'on a réussi à extraire de ce modèle que vient de vous présenter mon collègue à droite. Et en fait, on a pu découper en différents types de destinations. Ça, ce sont des informations qui sont présentes dans le fichier cadastre, qui sont l'habitation, la dépendance. Alors, une partie, c'est celle qui nous embête le plus, les bâtiments inconnus, le non construit, l'industrie ou industriel et les équipements. Et donc, entre les surfaces qu'on a pu extraire au début du fichier source et puis les données qui sont publiées également par l'IGN, on a réussi à synchroniser les informations pour voir si on avait beaucoup d'écart entre ce qu'on avait trouvé en fin de traitement et ce qu'on avait en existant au début de traitement. Vous voyez que les écarts sont assez faibles sur les écarts de surface totale. Et donc nous, l'objectif, c'était bien de pouvoir recomposer la surface d'un iris, donc la maille, une des mailles les plus fines que nous met à disposition l'IGN, pour pouvoir, à l'intérieur de cette maille iris, ventiler les différents types de destinations et pouvoir derrière en faire une exploitation au bénéfice de Leroy Merlin. Là, vous avez un premier modèle de carte, hein, on en est vraiment au tout début. Et ici, on vous montre deux types d'indicateurs. Donc, on a le taux d'équipement en piscine. Donc, vous voyez que chaque contour est un iris donc, au sens IGN ou au sens INSEE. Et puis, on peut ainsi faire apparaître, s'allumer sur la carte des endroits où les piscines sont plus ou moins présentes, et soit en volume, soit en surface. Donc, on peut à chaque fois faire une double analyse. Hein. À la fois, on est capable désormais de déterminer la taille moyenne d'une piscine, mais aussi de les dénombrer à l'intérieur d'un objet géographique pour donner du poids et de l'importance à tel ou tel endroit sur la carte. Donc vous voyez ici, c'est la métropole lilloise. Donc on voit bien sortir la métropole donc de Lille et puis Roubaix-Tourcoing sur la partie droite qui sortent vraiment comme des emplacements avec un habitat très développé, donc il y a très peu de piscines. Et puis plus vous allez sur la périphérie de l'agglomération, plus vous voyez que le nombre de piscines augmente, avec plutôt une prédilection sur la partie nord de la métropole lilloise. Et après, vous pouvez recouper avec d'autres indicateurs qu'on peut trouver à l'INSEE ou dans les revenus fiscaux. Donc les revenus fiscaux, la taille des logements, et tout ça, ça permet de corréler, de créer des nouveaux indicateurs pour mieux comprendre les habitants et la façon dont ils sont équipés au niveau de leur habitat. Et sur la partie droite, vous avez par exemple la surface végétale, qui en fait, si on prend la destination habitation, qui est plutôt le client particulier, et si vous prenez ça, ça correspond finalement un peu au jardin. Hein. Et donc, vous allez pouvoir avoir une idée de la taille moyenne des jardins et voir comment cette taille moyenne varie en fonction de l'emplacement des clients au sein des différents iris. Et donc, tout ça, c'est riche d'enseignements puisque c'est une donnée que nous ne disposions pas et que nous n'avions jamais pu voir autrement qu'en regardant comme ça, un peu au doigt mouillé, des photos aériennes. Donc, on a pu qualifier vraiment ces deux aspects. Alors, une fois qu'en effet, on a fait cette recette, on a pu sortir en effet et de valider avec Leroy Merlin que la donnée était clairement exploitable, maintenant, il faut industrialiser tout ça. On est parti sur une quinzaine de départements comme échantillonnage dans ce projet. Maintenant, il faut passer à la France entière. Donc, vous vous doutez bien que ces données riches sont vivantes. Elles sont issues à la fois de données open du gouvernement, qui sont les fichiers de parcelles, qui sont les fichiers du bâti. Nous avons des images satellites qui, elles, vivent aussi. Donc, comment faire en sorte que la qualité de données soit pérenne, en fait? Comment orchestrer tout ça? Comment avoir une supervision sur ce qui se passe? Eh bien, c'est grâce à Kestra. C'est grâce à Kestra que nous mettons en place dans ce cadre de projet que nous allons pouvoir en fait développer des flux d'acquisition de données, de récupération de JSON, fichiers plats, que nous allons pouvoir orchestrer en fait notre algorithme de détection de forme sur ces données récupérées. C'est grâce à Kestra que nous allons pouvoir stocker dans le cloud ces gros volumes d'informations. Grâce à Kestra que nous allons aussi en fait, faire l'intégration dans nos bases de données géocalisées. Et voilà, donc nous sommes en cours d'industrialisation avec Kestra. Nous avons développé ces flux. Et donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Oui, d'ailleurs, en bas, on voit juste une topologie finalement d'une partie de l'analyse de cohérence faite par Kestra. Donc ça nous permet nous aussi d'avoir une visualisation de toutes les
cohérence qu'on peut être amené à mettre en œuvre, d'autant plus que ça va continuer à s'enrichir. C'est-à-dire quand on va commencer on sait qu'on aura quand même quelques surprises lorsqu'on va déployer sur toute la France. Malgré tout, le fait de savoir où nous en sommes dans les steps de cohérence, et bien de pouvoir rajouter facilement une étape complémentaire. Alors les enseignements de ce projet, il y en a quelques-uns. Tout d'abord, dès le départ, c'est bien cadrer les use cases et attentes. On a quand même mis quelques semaines pour pouvoir vraiment déterminer quel est le besoin. Enfin, le besoin, il le connaissait bien, Laurent Merlin, il n'y a aucun problème, Laurent le sait bien, mais c'est d'essayer de bien cadrer et de périmétrer, de définir le cadre qu'on veut mettre en place dans ce type de projet. D'autant plus quelque part, on allait vers l'inconnu. On ne savait même pas si on allait aboutir. Donc, c'était déjà de bien cadrer ces use cases. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, bien qualifier les données externes. Donc, c'est le message aussi qu'on a voulu faire passer tout au long de cette présentation. C'est OK, trouver l'information, la donnée externe, une recherche Google suffit pour la détecter. Malgré tout, il faut aller un peu au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut aller voir d'abord est-ce qu'elle est exhaustive. Donc, il fallait vérifier en effet qu'elle couvrait tout le périmètre qu'on voulait cibler. Et surtout, est-ce que ce n'est pas juste une donnée qui a été mise en ligne une fois? Il faut vérifier qu'elle est mise à jour fréquemment, que sa fraîcheur elle est vraie, parce que finalement, c'est important, les images satellites évoluent régulièrement, le cadastre aussi, donc c'était important que toute la chaîne de data puisse être également à fréquence mise à jour régulièrement. Et bien sûr, corréler systématiquement avec d'autres sources. Systématiquement, toujours se poser la question de la qualité de l'information. Ensuite, au niveau des algorithmes, c'est déjà les éprouver très rapidement. C'est-à-dire que ça tombait bien, Sébastien a détecté très vite avec son équipe aussi quel algorithme il était nécessaire d'utiliser, mais il faut l'éprouver sur un échantillon représentatif. C'est-à-dire au départ, on est parti sur un département, mais un département, vous prenez un département de l'Est, un département du Sud ou Paris, très rapidement, on se vous doutez que les images satellites n'ont strictement rien à voir entre elles, donc il fallait très vite constituer un échantillon représentatif, donc là sur 15 départements, qui étaient vraiment répartis sur toute la France. Ne pas négliger la phase d'entraînement, en particulier la qualité de la détection manuelle. Alors, on a eu quand même quelques surprises, c'est-à-dire que vous avez beau, des fois, en effet, détecter facilement une piscine, détecter de la végétation. Des fois, il y a des cas un peu complexes où finalement, on ne voit pas trop bien sur l'image. Et des fois, on avait cru qu'on avait des erreurs de l'algorithme. Mais en regardant d'une manière plus approfondie, on s'aperçoit que c'était l'algorithme qui avait raison et non pas l'humain. Donc, surtout ne pas négliger cette phase d'entraînement qui justement, dans cet hyperparamétrage à définir, est essentielle. Et dans la phase d'industrialisation, qui était dès le départ un élément que Laurent Merlin souhaitait, ce n'était pas juste un test, c'était vraiment de pouvoir l'industrialiser. C'est dès le début du projet, dès qu'on a trouvé les algorithmes, dès qu'on les a testés, c'est se projeter sur l'efficience de ces traitements pour quand même rester exploitable et industrialisable dans des temps et des coûts acceptables. Je te laisse terminer. Merci Emmanuel. Donc, pour conclure, alors nous, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pour l'instant, on a fini la première phase qui était de détecter 3 aspects qui étaient le bâti, le minéral et le végétal, et de le faire à l'échelle de l'iris. Mais bien sûr, derrière, l'idée aussi, c'est pour faire de la prospection de clients, c'est de bien pouvoir enrichir les adresses à terme et de pouvoir bien les qualifier et de regrouper toutes les informations dont on peut disposer sur nos clients pour leur proposer les meilleures offres. Et puis aussi, le deuxième passage, c'est ce que vient de dire Emmanuel, c'est le passage à l'échelle du territoire, c'est-à-dire bien s'assurer que la donnée, on va savoir en disposer sur l'ensemble du territoire métropolitain et puis de pouvoir l'intégrer dans nos différentes bases de données pour les utiliser. Voilà. Alors nous, on a beaucoup appris. Je pense qu'on s'est beaucoup enrichi au cours de ce projet. Moi, j'ai appris beaucoup sur l'algorithmie en particulier. Et puis, du coup, ça nous donne d'autres idées. Parce que tout ça, les images, finalement, on vit dans un monde qui est de plus en plus d'images, que ce soit de la vidéo ou d'images fixes. Et donc, on se dit qu'à l'intérieur d'une image, finalement, maintenant, on peut aller chercher pas mal d'informations. Et je pense que ce projet va ouvrir des possibilités vers d'autres analyses, que ce soit sur la description de l'habitat ou même sur d'autres images en général.
Et nous, ce qui nous intéresse là, c'est d'avoir pu déjà déterminer quelques éléments à l'intérieur d'une propriété, mais finalement demain, on envisage de pouvoir, dans la partie jardin, est-ce qu'on ne peut pas découper les différents éléments entre les arbres, la pelouse, dans la partie minérale, est-ce qu'on ne peut pas différencier une place de parking d'une terrasse, est-ce que, etc., etc. Donc on essayait d'aller délimiter de plus en plus d'espace à l'intérieur de ces grandes masses qu'on a aujourd'hui pu identifier pour aller toujours mieux connaître la façon dont est créé, dont se dispose l'habitat des Français.